Bonjour à toutes et à tous. On est désolé pour les petits créneaux horaires qui sont très réduits entre les conférences. On saute de l'une à l'autre. J'espère que vous êtes bien installés. Est-ce que le son vous va? C'est correct, cool. On est censé parler ici d'intelligence artificielle et de science. Je ne sers strictement à rien, si ce n'est à vous passer le micro et à introduire la conférence. Je sers de potiche, voilà. Je serai le pot de fleurs. Et les trois intervenants et intervenantes qui sont là vont se présenter et développeront un sujet extrêmement complexe dont tout le monde parle en ce moment. Et d'ailleurs, pour le coup, juste en guise d'introduction, j'ai un ami qui a un abonnement au fameux ChatGPT version 4. Et alors, avant-hier soir, je lui ai posé une question à ChatGPT 4 et je lui ai demandé, penses-tu, parce que je tutoie ChatGPT 4, penses-tu qu'on puisse envisager que l'intelligence artificielle développe à court terme une forme de sentience, nous reviendrons sur le mot sentience, qui lui donnerait des responsabilités morales et juridiques? Et là, ChatGPT m'a enrhumé, c'est-à-dire qu'il m'a répondu un truc vraiment... Il m'a dit... Il est théoriquement possible qu'à l'avenir, des avancées technologiques permettent de créer des IA dotées d'une forme de conscience. Si ça devait se produire, des questions morales et juridiques se poseraient. Ok, super. Et pour l'instant, il n'y a pas de consensus clair sur le seuil à partir duquel on pourrait attribuer des intentions et des sentiments à une intelligence artificielle. Je vous présente ici donc Florence, Mathieu et puis Catherine. Je ne sais pas dans quel ordre on peut procéder pour les présentations. Tu commences, Florence? Oui, merci. Donc, je m'appelle Florence Dellery. Je suis de métier illustratrice scientifique. Donc, je suis spécialisée dans les illustrations naturalistes. Et à côté de ça, je fais aussi un travail de vulgarisation qui est axé sur l'esprit critique et aussi sur l'éthique animale. Dans une moindre mesure, les droits humains aussi. Donc, je parle beaucoup d'éthique en général. Et je fais un travail de vulgarisation spécifique aussi sur la question de la sentience qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Mathieu. Pardon. Oui, bonjour. Alias le biostatisticien. Tout à fait. Richard Monvoisin, alias Richard Monvoisin. Alias la plante verte. Ça sera notre monocotylédone aujourd'hui. La plante monocotylédone. Donc, j'interviens sur cette table. Je suis entouré d'une experte en éthique animale et sentience et experte en intelligence artificielle. Et moi, je me retrouve entre les deux parce que j'ai un doctorat en biologie et j'ai pas mal versé dans l'utilisation et le paramétrage d'intelligence artificielle. Donc, je peux faire un peu l'interface entre ces deux disciplines. Mais clairement, les deux expertes de la question qu'on va aborder sont mes voisines de droite et de gauche. Alors, je précise juste que le mot experte, moi je fais de la vulgarisation sur ces questions-là. Mon expertise, c'est l'illustration scientifique, dont on ne va pas parler a priori aujourd'hui. Mais j'ai développé une certaine connaissance dans le champ, mais je ne suis pas experte de... Voilà. Bon, on te reconnaît cette expertise, en tout cas, sur les réseaux. Tout le monde s'accorde à ça. Catherine? Bonjour, Catherine Tessier, référente intégrité scientifique et éthique de la recherche de l'ONERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale. Je suis membre du comité national pilote d'éthique du numérique. Alors moi, on m'a appris qu'il fallait toujours commencer les débats par définir les mots. Alors, est-ce qu'on commence par IA ou par sentience? On commence par IA, je pense. C'est peut-être une bonne idée. Tu veux t'y coller? Oui. Qu'est-ce que tu appelles une IA? Est-ce qu'il faut appeler ça une intelligence artificielle? Alors non. D'ailleurs, le titre est faux. On ne peut ça commence bien. Ça commence bien. Voilà. Donc, on ne peut pas dire une intelligence artificielle et encore mieux, encore pire, des intelligences artificielles qui supposeraient qu'il y ait des intelligences qui se promènent et qui seraient artificielles. Ça n'a aucun sens. Bon. Alors, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est une discipline scientifique, comme les mathématiques, la physique, l'astronomie, la biologie, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire des biologies se promènent, des biologies artificielles, ou des physiques se promènent. Non, ça n'a aucun sens. Donc, l'intelligence artificielle regroupe un certain nombre de techniques informatiques. Voilà, donc c'est le numérique au sens large. Ça a été inventé, ce terme malheureux a été inventé dans les années 50. Et regroupe un certain nombre de techniques comme la modélisation des connaissances et du raisonnement, en particulier en logique, les approches dites multi-agents, les approches de planification, etc. Et puis, il y a eu un regain récent pour ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, donc dans les années 2010. En particulier lié à la puissance de calcul et à l'exploration de grandes masses de données. Et ce qui fait que ce qui est à la mode en ce moment, on va dire, ce sont les logiciels et les systèmes basés sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. C'est-à-dire, ni plus ni moins que de la mise en relation de données les unes avec les autres via des probabilités. Donc il s'agit de corrélation, et non pas de causalité, de corrélation entre des données.
Voilà, donc ça n'a rien d'intelligent, ce sont des maths essentiellement, et ce n'est pas du tout artificiel puisque c'est bien réel. Ok, bon, déjà, ça pose un cadre. Ok. On a bien entendu que tu avais dit que les maths, c'était pas intelligent aussi. Parlons maintenant de la science, notion qui est apparue. La première fois que j'ai croisé cette notion, c'était 2005-2006, c'était balbutiant. Est-ce que tu peux nous donner une définition un peu qui fait consensus sur le sujet? Alors, on prononcera plutôt sentience. Sentience. Ouais. Mais la confusion est fréquente. La sentience, alors généralement, elle se définit, même s'il y a des variations entre les auteurs et autrices qui en discutent, elle se définit généralement comme la capacité pour une entité à ressentir subjectivement des expériences négatives ou positives. C'est-à-dire que pour un organisme, ça va être le fait de vivre des expériences phénoménales à valence positive ou négative, de la douleur, du plaisir, de la satisfaction, etc. Ça peut recouper différents degrés. Pour schématiser, c'est qu'une entité puisse ressentir quelque chose qui lui importe, subjectivement. Cette notion, elle est parfois confondue, mais je pense qu'on y reviendra plus tard dans la table ronde, avec d'autres notions comme la douleur, plus basiquement, ou la sensibilité, qui est encore autre chose. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. C'est une notion aussi qui est centrale en éthique animale. Le terme, il est assez récent, en tout cas en France. Il a intégré les dictionnaires courants, comme le Robert ou le Larousse, en 2020. Donc on parle vraiment d'un terme qui est... en tout cas utilisé très peu, très à la marge, et depuis très peu de temps. Je pense qu'on pourra développer plus... Très bien, Mathieu. plus en détail après. Sur cette interaction entre IA, alors comment on pourrait définir? Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme... J'ai vu que des gens proposaient d'utiliser le terme robot pour qu'on s'en sorte mieux. Non, parce qu'il y a des robots, enfin il n'y a pas que robots des pas robots intelligents. d'intelligence artificielle, mais on peut dire système d'intelligence artificielle, ça c'est plus correct déjà. Ok. Est-ce qu'on peut prêter des intentions et une sentience à des systèmes comme cela? En repréparant la table ronde parce que je stressais un peu, je suis tombé sur des papiers qui disaient oui, mais est-ce qu'en fait la sentience, on ne peut pas partir comme prérequis pour la sentience que ça ne peut s'appliquer qu'à des objets vivants, déjà. Et après, la question, c'était comment on définit le vivant. Et donc tu vas enfin trancher la question. Et là, du coup, alors il y a des définitions très drôles. Par exemple, quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui peut mourir. C'est génial. Nous l'a bien avancé. La démocratie, par exemple. Donc voilà, donc en étant biologiste, je peux vous dire que la définition du vivant, en gros, on ne sait pas trop. Ça dépend qui en parle. Et puis on va dire c'est en gros quelque chose qui bouffe et qui s'auto-entretient et qui parfois peut claquer. Donc est-ce que ça s'applique à des logiciels qui font des prédictions mathématiques basées sur des modèles? Je ne sais pas. Non, sauf s'ils peuvent auto-entretenir leur production d'électricité. Mais encore, voilà. Alors quel risque vous voyez au fait qu'on importe la notion de sentience dans ce monde-là? Toi, tu y vois des problèmes? Alors, il y a plusieurs choses. Comme je le disais, c'est un terme qui est central en éthique animale, notamment parce que, alors, c'est assez consensuel le fait que Homo sapiens est sentient, c'est-à-dire qu'on est capable de ressentir des expériences à valence négative ou positive, de la joie, de la détresse, du stress, des émotions diverses. On peut souffrir, etc. Mais ça a longtemps été nié chez les autres animaux. C'est-à-dire que chez tout un tas d'autres organismes au sein du règne animal, il y a historiquement eu des mouvements qui ont nié aux autres animaux la capacité justement à ressentir ce genre de choses. Donc, ça a une importance particulière de bien définir la sentience. Et il y a des courants en éthique qui promeuvent le fait de prendre en compte les intérêts d'une entité à partir du moment où elle est sentiente. Parce qu'à partir du moment où elle ressent quelque chose, ça veut dire qu'on peut lui nuire, on peut nuire à ses intérêts. Si on n'accorde aucune considération à une entité XY, et qu'elle est néanmoins en capacité de souffrir, il y a bien moyen que les traitements qu'on lui impose soient inadaptés à ses besoins, à ses intérêts, et que donc ça crée de la souffrance, ça crée de la nuisance. Donc c'est pour ça qu'on est particulièrement méfiant par rapport aux autres animaux. En tout cas, en matière d'éthique animale, on fait attention en se disant, si tel animal est sentient, il faut essayer de respecter ses intérêts. Bon, c'est pas une idée qui est très répandue dans les systèmes dans lesquels on vit, pour un tas de raisons, mais en tout cas, en philosophie morale et politique, ça fait relativement consensus qu'il faut essayer d'éviter de nuire quand on peut éviter de nuire. Et sur la question de l'IA, une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on va essayer de faire attention, de se dire, oulala, si ça se trouve, il y a une sentience chez l'IA, il faut faire attention à ça, respecter éventuellement l'IA. C'est possible qu'on fasse attention à ça d'abord,
alors qu'il y a actuellement des milliards d'animaux dont les intérêts sont négligés. Donc ça, c'est effectivement Ou d'êtres humains. Et d'êtres humains aussi. En fait, quand je dis animaux, ouais, je ne fais pas forcément le... Voilà. Vu qu'on en est aussi, mais effectivement, oui. Alors, Mathieu, je sens que tu veux... Catherine. Oui, il faudra se poser la question, pourquoi on est tenté d'affecter à des logiciels des émotions, des choses de champ. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'on projette sur les logiciels des traits humains. En particulier quand on interagit avec un agent conversationnel, donc ChatGPT ou GPT-4, d'abord on le tutoie, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On lui dit merci. C'est bizarre, quoi. Comme on tutoierait cette table-là. Ah, tu m'embêtes, toi, tu es dans mon chemin. Bon, on le fait couramment avec des objets. Bon. Donc on le tutoie et on s'entretient avec des guillemets avec ce logiciel comme si on s'entretenait avec quelqu'un d'autre. Et donc on projette sur cet objet, c'est un objet, hein, sur ce logiciel, des caractéristiques humaines. Pourquoi ? Parce que il fournit des résultats, je dis bien des résultats, qui ressemblent à ce que produirait un être humain conversant avec vous. Et donc, on est tenté, mais ça c'est très humain, d'anthropomorphiser cet objet, c'est-à-dire de projeter sur cet objet des qualités humaines. Et donc, en particulier, pourquoi pas, des émotions. Voilà. Et donc, ça c'est notre faute, hein, ça vient de nous. Hein. Donc, c'est pas le logiciel qui a des émotions, enfin ça ne veut absolument rien dire. C'est nous qui projetons donc des traits humains, des qualités morales, des émotions, etc. sur ce logiciel. Voilà. Et ça, il faut essayer d'en être conscient. Parce que sinon on arrive vite à dire n'importe quoi, et en particulier à dire le logiciel a des émotions, le logiciel est sensible, ou je ne sais quoi, de ce genre. Voilà. Oui, pardon, ouais, même des traits pas particulièrement humains, justement, parce que la capacité à ressentir... des traits du vivant, disons, de manière générale, sachant sentient, qu'on ne sait pas très bien définir le vivant, ça c'est vrai. Ouais, des traits du sentient, ça s'est observé aussi, enfin moi en tout cas je l'ai observé, à une époque où il y a eu des vidéos qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, sur des espèces de chiens robots, voilà, qui ont pas mal suscité d'empathie aussi, justement, parce qu'ils ont cette forme d'animal de compagnie, d'idée de compagnie, et où on pouvait voir soit le concepteur ou la personne qui était à côté du robot lui mettre des coups de pied, le faire tomber, et puis la machine se relevait un peu péniblement. Il y avait une espèce de... Effectivement, c'est facile de se projeter, c'est facile d'avoir de l'empathie, c'est assez automatique, assez spontané, quoi. Donc, effectivement, il y a cette projection qui peut être un peu abusive. Mais on se rend compte, quand on parle même de la sentience des autres animaux, qu'il y a parfois aussi ce genre de projection sur d'autres entités qui sont pour le coup vivantes, mais qui ne sont pas sentientes, en particulier les plantes. On a beaucoup d'objections comme ça, particulièrement quand il est question d'éthique animale. On se retrouve souvent confronté à ce qu'on appelle le fameux argument, le cri de la carotte, où on a un certain nombre d'objections qui tournent autour de cette supposée capacité des végétaux à souffrir quand on les arrache de terre, etc., qui n'est pas fondée scientifiquement, mais qui est en tout cas utilisée comme opposition au discours prenant en compte les intérêts des autres animaux. Comme un contre-feu, quoi, une sorte de contre-feu. Oui, c'est ça. Mathieu. En fait, c'est rigolo parce que j'allais exactement partir sur la même remarque que toi. Il y a beaucoup le fait qu'il ne faut pas qu'on oublie que les IA, ou toutes les machines, les robots, les algorithmes qu'on utilise, en fait, on les ajuste, on leur donne un signal d'entrée, ça envoie un signal de réponse, mais il n'y a pas d'intention de la machine d'envoyer un signal. Mais souvent, pour humaniser dans l'interface utilisateur l'algorithme derrière, on va lui prêter des traits. Et un exemple typique, quand vous utilisez un logiciel de plagiat de détection de plagiat, vous mettez votre document, ça c'est l'entrée, puis la réponse, ça va être un pourcentage de plagiat potentiel. Le logiciel, il vous donne une tranche entre 0 et 100%, ça c'est son score, mais on pourrait très bien le paramétrer pour dire entre 0 et 10% de plagiat, ça t'écrit tu es super, et puis entre 90 et 100% de plagiat, écrit t'es une grosse merde, t'as tout pompé. Et en fait, c'est pas parce que la machine nous dit tu es super ou t'es vraiment la pire des ordures que c'est ce qu'elle pense, en fait, ou que c'est ce qu'elle ressent, ou que c'est vraiment un jugement qu'elle émet à notre égard, mais c'est quelque chose qu'on lui a appris à écrire. Et de la même façon que les robots dont tu parlais, ils peuvent avoir des comportements qui émulent des comportements de chiens qui souffrent. En réalité, c'est une réponse qui est programmée, mais c'est pas vraiment une réponse à une émotion ou un sentiment, une sensation particulière de l'IA. Et on est hyper biaisé par notre perception des machines à cause de ça. Bah oui, juste sur le fait d'avoir une aptitude à communiquer, cette aptitude-là, elle est souvent confondue avec la sentience aussi.
C'est-à-dire qu'on part du principe qu'à partir du moment où une entité quelconque peut répondre à un stimulus, peut répondre à proprement parler, communiquer, envoyer des données, il va y avoir un doute sur la sentience. Mais il y a le cas qui s'est posé dernièrement. Il y a une étude qui est sortie très récemment sur des sons qui sont émis par des plantes dans des situations de stress hydrique, qui sont des mécaniques justement de sensibilité, c'est-à-dire de réponse à un stimulus, mais qui ne sont pas des indicateurs de sentience, qui ne sont pas des indicateurs que la plante ressent subjectivement une expérience négative qui fait qu'elle émettrait un cri ou un son particulier. Malgré tout, cette étude elle a massivement été utilisée pour interpeller les personnes véganes ou antispécistes. Ah là là, checkmate les véganes. Les plantes souffrent aussi, etc. Donc c'est des épouvantails qu'on retrouve assez fréquemment. Mais pourtant, le fonctionnement il est assez similaire à, par exemple, juste un smartphone, par exemple, qui répond aux sollicitations, dont l'écran est tactile, qui est capable de communiquer, etc. Donc il y a effectivement pas mal de confusion par rapport à ça. Donc, ça fait un paradoxe un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on va suranthropomorphiser les IA et suranthropomorphiser les végétaux, et finalement en lien avec une désanthropomorphisation pourtant nécessaire des intérêts et des préférences des animaux non humains. Oui, il y a un point aveugle terrible, hein. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il y a des intérêts. Alors historiquement aussi, ça s'est construit de très longue date avec la théorie notamment de l'animal-machine de Descartes. Voilà, il y a eu toute cette construction de négation des expériences vécues et des états mentaux des autres animaux. Un rappel, Descartes et Malebranche, donc, qui postulait que l'animal n'était qu'un ensemble de rouages et de mécanismes voilà, qui produisaient... C'est un réflexe, le chien aboie quand on lui met un coup de pied que parce que c'est sa mécanique qui fait aboyer. C'est ça, comme une horloge qui sonne l'heure. Voilà. Donc évidemment, c'est des présupposés qui ont été réfutés depuis quand même un sacré moment. Mais on a encore ce genre d'objection. J'en parle dans ma conférence à 15h30 d'ailleurs. La pub, la propagande. J'ai rien à vendre par contre, donc placement de produit non. Mais les antispécistes vont dominer le monde. Alors pour l'instant non quand même. Alors moi je m'en parle de la question naïve. Je prends la question naïve. Est-ce qu'on pourrait envisager, avec l'évolution des technologies, qu'une IA puisse en arriver au point de développer des préférences, des goûts particuliers, des intérêts? Et faut-il d'ailleurs attendre cela pour leur donner des droits, sachant qu'on donne déjà des droits à des êtres qui ne sont pas vivants, comme je pense aux écosystèmes, à des roches, à des parcs nationaux, on confère des droits à des choses qui ne sont pas vivantes à proprement parler. Est-ce qu'il faut quand même commencer à penser ça à l'avance, en prévision de l'arrivée de cette intelligence artificielle, ce singleton, comme disent certains? Alors, donc je répète que l'intelligence artificielle, il s'agit d'informatique. Cela dit, il commence à y avoir des recherches sur l'hybridation entre des cellules, donc du vivant, et puis de l'informatique. Bon, ça peut faire peur, hein. Donc là, c'est là que la réflexion éthique va être très, très, très nécessaire. Donc, pour savoir dans quel monde futur, déjà que c'est pas brillant le futur, mais dans quel monde futur on veut vivre, hein, et est-ce qu'on veut de ce genre de choses-là. Voilà. Donc, ça en est qu'au tout début, hein, c'est balbutiant, mais enfin, voilà, il y a des gens qui essaient de regarder de ce côté-là. Cela dit, à l'heure actuelle, donc en l'état actuel de la science, si on reprend les agents conversationnels style ChatGPT ou GPT-4, je réinsiste, ils ne comprennent, en plus cette phrase ne veut rien dire, mais enfin je le dis quand même, ils ne comprennent rien, d'accord. D'accord, c'est vraiment de la corrélation alors puissante, hein, puissante. La plupart du temps, c'est même bluffant. Par contre, voilà, ces logiciels peuvent aussi sortir des résultats complètement faux, complètement aberrants, etc. Et si vous posez plusieurs fois la même requête, il se peut que les réponses soient différentes, hein. Donc ça n'est pas stable, pas reproductible, etc. Mais voilà, c'est effectivement bluffant. Et on a l'impression que ces logiciels comprennent, entre plein de guillemets, ce qu'ils produisent. Mais non, pas du tout, hein. Il n'y a pas de compréhension et rien du tout. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça n'est absolument pas vivant, si tant est qu'on puisse définir le vivant. Alors je pousse le bouchon, les parcs nationaux non plus ne comprennent rien. Et pourtant on leur donne des droits. Pourquoi ne donnerait-on pas le droit à une IA de ne pas se faire désinstaller, par exemple, ou de ne pas s'auto-éteindre Ce qui est intéressant dans l'obtention de droits, c'est la protection des intérêts, quoi.
Donc c'est vrai qu'à partir du moment... Et ce qui est insuffisant d'ailleurs, hein, parce que une entité ou un groupe d'entités peut avoir des droits et néanmoins voir ses intérêts foulés du pied régulièrement. C'est le cas au sein des populations humaines, de toute façon. Il ne suffit pas d'avoir des droits pour que ces droits soient correctement respectés et qu'ils soient suffisants, etc. Et c'est vrai que c'est un moyen juridique, je pense, de donner des droits aux écosystèmes. C'est une manière de protéger, non pas les intérêts intrinsèques du milieu, mais l'intérêt instrumental qu'a ce milieu pour les habitants et habitantes C'est ma conf de demain 9h, ça. Ah, tu vois, toi aussi. Donc, Mathieu, parlons-en. Mathieu, ton sujet de demain 9h, c'est quoi exactement? C'est sur la biodiversité et les mauvaises perceptions qu'on a sur la biodiversité, donc le rôle des écosystèmes et la notion de service écosystémique. Je pense que c'est ça que tu voulais. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une valeur instrumentale du milieu pour un certain nombre d'entités qui évoluent. Mais pas la valeur etc. intrinsèque. Mais la valeur intrinsèque, elle, enfin en tout cas, oui, ça paraît assez parcimonieux de dire qu'un écosystème n'a pas d'intérêt propre ou ne peut pas souffrir intrinsèquement, quoi. Malgré tout, lui donner des droits à cette entité-là, ça permet de protéger les entités sentientes qui évoluent, qui, elles, ont des intérêts certains. Faut-il s'inquiéter que les Google, Musk et autres, il semble qu'ils réduisent le nombre de professionnels d'éthique qu'ils emploient? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cela? Oui, alors, effectivement, il y a deux choses. C'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont des comités d'éthique, etc., et qui l'affichent. Mais malheureusement, cela relève souvent de ce qu'on appelle le blanchiment éthique ou l'ethics washing, hein, c'est-à-dire qu'on affiche qu'on fait de l'éthique. Bon, et en fait, il n'y a rien qui relève de l'éthique là-dedans. Donc effectivement, les grands industriels du numérique, en particulier américains, ont commencé à licencier leurs professionnels d'éthique, voire à supprimer leur comité d'éthique. Oui, il faut s'en inquiéter, oui, en effet. Alors, il faut savoir qu'en Europe, il va y avoir une réglementation donc, qui est actuellement en cours de négociation. Donc, l'AI Act, donc la réglementation sur l'intelligence artificielle, où les systèmes d'intelligence artificielle vont être classés selon... Alors, c'est une approche conséquentialiste uniquement, hein, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, mais au nom de quoi on fait tel ou tel système. On suppose qu'il y a les systèmes et on s'interroge sur les conséquences de ces systèmes. Donc en particulier en matière de risque. Donc c'est un raisonnement à partir de risque. Et il y a un certain nombre de types de systèmes qui vont être classés ou qui sont classés à haut risque. Donc j'en donne quelques exemples. Par exemple, la reconnaissance biométrique en temps réel va être classée à haut risque, et tellement à haut risque qu'elle va être interdite au niveau européen. Donc ça veut dire que les caméras dans les rues capables de faire de la reconnaissance faciale en temps réel, d'accord, en vue d'obtenir du crédit social, par exemple, ça va être interdit. Bien. Il y a d'autres systèmes qui vont être classés à haut risque, et il y a quelques semaines, dans la liste des systèmes dits à haut risque, vient d'être introduit, je ne sais pas si ça va rester, hein, mais en l'état actuel des négociations, vient d'être introduit donc les agents conversationnels type ChatGPT et GPT-4. Et ces systèmes-là, donc, selon la nouvelle réglementation européenne, qui rentrera en vigueur dans 2 ou 3 ans, donc elle sera contraignante, hein, comme l'est actuellement le règlement général pour la protection des données, hein, RGPD, ce sera pareil. Donc ces systèmes devront répondre à un certain nombre d'exigences définies par ce nouveau règlement. Voilà. En particulier, contrôle humain, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont définies plus ou moins clairement, d'ailleurs, dans le projet de réglementation, mais c'est un texte juridique, encore une fois, qui devra être interprété comme tout texte juridique. Tu veux rebondir, Mathieu ? Non, je me disais, c'est rigolo, on dévie vachement du thème sentience brute, mais j'avais un contre-argument au fait que les équipes d'éthique étaient licenciées, c'est que j'ai jamais autant... Enfin, en tout cas, sur les médias que je consulte, autant été sensibilisé à l'éthique des intelligences artificielles que depuis que Timnit Gebru et Margaret Mitchell ont été licenciés par c'était Google, il me semble. Ouais. Ça fait pas mal de bruit, il y a beaucoup de travaux qui sont disponibles. Tout à l'heure, quand tu parlais de désanthropomorphiser ou anthropomorphiser plus ou moins, en fait, c'est rigolo parce que même si une machine, on est hyper conscient que c'est une machine, ça n'empêche pas qu'on se comporte comme si c'était un animal. Quand on se rappelle l'époque des Tamagotchi, on savait tous que c'était des machins à 8 bits avec 3 boutons.
Et pourtant, combien de fratries se sont déchirées parce que les petits frères avaient laissé crever le Tamagotchi pendant 2 semaines de la sœur. Donc on sait que c'est une machine, on sait que c'est complètement stupide comme objet, que ça tient dans la poche et qu'on peut l'oublier dans le sac à dos. Mais quand même, on va culpabiliser parce que le petit frère, parce qu'on a fait souffrir la bestiole qui n'existe pas, parce qu'on lui a pas donné la nourriture qui n'existe pas dans le porte-clés qui existe. C'est hyper barré quand même. Mais après, moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est intéressant de regarder quelles sont les conséquences d'un excès d'empathie et quelles sont les conséquences d'un déficit d'empathie. Ça peut aider à prendre des décisions aussi dans une situation où on a du mal à évaluer est-ce qu'il y a vraiment une sentience ou pas. Alors là, dans le cas du Tamagotchi, ça a l'air assez clair que le Tamagotchi ne peut pas souffrir, mais il n'y a pas de littérature, je suis désolé. Ouais, je sais pas. Source. Je dis ça a l'air, pardon. Mais a priori, de ce que moi je connais de la littérature sur l'évaluation de la sentience, qu'effectivement, j'ai jamais vu passer les Tamagotchi dans cette littérature, mais peut-être que j'ai pas vu les papiers. Tout le monde voit ce que c'est un Tamagotchi. Vous vous rappelez ce petit... Ok. Ce serait intéressant de savoir quelles conséquences ça a en fait cette surempathie ou cette empathie abusive là vis-à-vis voilà des Tamagotchi. C'est intéressant, je pense, de se poser la question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre une grosse empathie envers son Tamagotchi et le traitement qu'on a vis-à-vis des autres animaux aussi, ou de son chat ou tout ça? Je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que si un enfant écrase son Tamagotchi à coups de pied après l'avoir laissé mourir de faim, qu'est-ce que ça dit de son... Bon, de toute façon, s'il est mort de faim, il souffre plus. Mais... Bon, je te laisse prendre la parole, Catherine. Je vais circuler parmi vous et vous apporter un micro si vous souhaitez poser une question. Oui, 2 choses, c'est que les enfants, évidemment, projettent beaucoup de choses sur leur nounours ou sur leur poupée. Voilà, donc c'est du genre Tamagotchi. Hein, voilà, le nounours n'a pas mangé, le nounours a mal dormi, etc. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, les dodos. Oui, alors j'ai une question qui va être peut-être assez technique, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est sur le côté épistémologique de la sentience. C'est-à-dire que déjà, rien que pour... je suis en train justement d'un peu d'étudier sur les animaux, comment on fait pour savoir si c'est sentience, c'est déjà un sujet sacrément ardu. Et du coup, je me demande forcément s'il y avait d'un point de vue éthique, s'il y avait des IA sentientes, ça serait bien de le savoir pour ne pas leur nuire, quoi. Et du coup, mais comment on fait pour savoir si elles sont sentientes? Parce que tous les critères qu'actuellement on utilise pour savoir si un animal est sentient, ils ne sont pas du tout transposables à une IA. Et du coup, je ne sais pas du tout à quel point ça a été étudié, ça pour le coup, sur les IA, mais comment on pourrait faire pour déterminer si une IA est sentiente ou pas, quoi? Alors, le gros problème, c'est qu'on a tendance, et ça c'est très répandu, à comparer les performances d'un logiciel avec les performances d'un humain ou d'un animal. Alors que le mode de fonctionnement, alors même si les deux traitent de l'information, ça c'est sûr. Hein, les animaux traitent de l'information au sens large, hein, et les logiciels traitent de l'information. Le numérique, de manière générale, traite de l'information. Informatique, hein, ça veut dire traitement de l'information. Seulement, les mécanismes mis en œuvre ne sont pas les mêmes. D'accord ? Dans un logiciel, il est programmé par des humains d'ailleurs, donc on maîtrise la programmation, etc., même si on ne comprend pas toujours le résultat qui est produit, en particulier dans le cas de l'apprentissage automatique. Par contre, les mécanismes de raisonnement et de traitement de l'information d'un être vivant, on ne les comprend pas entièrement. Hein, on ne sait pas comment les cerveaux fonctionnent, etc. Et on a tendance à comparer, le logiciel fait mieux que l'humain. Hein, on dit des choses comme ça. Voilà, on compare ce qui n'est pas comparable, en fait. C'est des entités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et dont le fonctionnement n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, on compare les deux. Jusqu'à projeter de la sentience sur des logiciels. Parce que la plupart des animaux sont sentients. Voilà. Et donc, on dit, pourquoi le logiciel ne le serait pas? Donc là encore, on met sur le même plan des choses qui n'ont pas du tout à être mises sur le même plan. C'est là le problème. Est-ce que vous préférez une salve de questions? J'en prends par exemple 2 ou 3, et ensuite vous prenez celle que vous voulez, ou est-ce que je les prends une par une?
Comme tu veux. Comme tu veux. Moi, je veux bien rebondir, par contre, sur ce qui a été dit. Un rebond aussi. Mais... Ouais, tu veux prendre ton rebond avant. Ok. Je rebondis. Oui, c'était sur le fait d'établir scientifiquement la sentience, même chez les autres animaux. C'est vrai que c'est pas si simple non plus. Il y a certains groupes d'animaux dans lesquels c'est assez clair et bien documenté, et la littérature scientifique est quand même très solide, notamment sur les autres mammifères, sur les oiseaux, les poissons, et on a aussi une bonne littérature sur les invertébrés, en particulier les crustacés décapodes, donc les crabes, homards, crevettes, langoustines, etc. Et sur les céphalopodes, donc les pieuvres sèches et calamars. Là, c'est assez développé. Il y a une recherche qui est un peu plus récente sur tout ce qui concerne les insectes, arachnides, myriapodes, je ne sais même pas, mais en tout cas les arthropodes au sens large, qui tend plutôt vers l'idée qu'il y a quand même beaucoup de critères de sentience qui sont effectivement retrouvés chez les insectes, ce qui pourrait poser des questions aussi éthiques assez vertigineuses, notamment à l'époque où on commence à essayer de se tourner vers des protéines alternatives à la viande. Et parmi ces alternatives, il y a les légumineuses, il y a de la viande cellulaire, par exemple, mais il y a aussi l'élevage d'insectes, quoi. Donc, qui pose des questions assez particulières, notamment au regard de ce truc-là. Mais en tout cas, la recherche est toujours en cours. On procède pas mal par inférence aussi dans ce champ-là. Donc, c'est quand même complexe. Et c'est pas non plus définitif, quoi. On a des a priori sur le fait qu'il y ait des animaux qui soient pas sentients. Le corail, par exemple, qui est classé dans le règne animal d'ailleurs, mais bon, c'est qui est particulier, quoi. Les méduses aussi, etc. Mais ça reste des champs de recherche qui sont actifs. Donc voilà, même pour les autres animaux, ça reste quand même assez solide sur certains groupes et encore en travail sur d'autres. Donc c'est pas si simple. Rebond de Mathieu. Oui, c'est très court. C'est sur les outils dont on a à disposition pour évaluer les intelligences artificielles. Pour évaluer leurs compétences sur des tâches humaines. Et vous avez peut-être vu dans la presse, il n'y a pas très longtemps, des résultats de QI pour ChatGPT, ou l'annonce que ChatGPT a passé les examens du barreau. En fait, il faut savoir que ChatGPT, il est programmé pour prendre des séquences de mots en entrée, et sur la base de cette séquence de mots en entrée, produire une séquence de mots en sortie, qui a une probabilité de se trouver après la séquence de mots en entrée dans un corpus, en gros, en version simplifiée. Et en fait, sur les tests de QI textuels, ChatGPT performe très bien parce qu'il en a avalé une certaine quantité, puis il sait y répondre. Et il y a des équipes qui sont spécialisées pour essayer d'estimer l'intelligence d'une IA, donc juste l'intelligence. Donc il y a François Chollet qui a développé ça, et c'est un ensemble de tests. Pour un humain, c'est de compléter des formes. Pour un humain, c'est hyper facile. Pour une IA, c'est hyper dur, et il n'y a aucune IA qui performe bien là-dessus. Donc juste les outils qu'on a, en fait, sont pas adaptés, que ce soit pour mesurer l'intelligence, la perception de soi-même, pour évaluer la sentience chez les IA. Je ne pense pas qu'on ait d'outils adaptés, en fait, juste. Alors je vous propose la salve. Voici une première question. Oui, bonjour. On s'interroge en fait sur la sentience de l'IA. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être en priorité se demander si l'IA qui est amenée un petit peu à s'autonomiser devrait prendre en compte la sentience des animaux au sens large, dans les choix qu'elle est amenée à faire, si c'est une voiture autonome, etc., de tenir compte en fait du fait que les animaux, de tenir compte de leur écosystème. Et donc, puisqu'on n'aura peut-être pas autant de contrôle qu'on le voudrait sur les IA, c'est donc dans ce cas-là à elles de s'adapter à la sentience existante des espèces. Merci. Du coup, ma question, elle est un peu plus générale. Dans la mesure où, en fait, la raison pour laquelle on définit que nous, ce qu'on ressent, c'est que la sentience, c'est pas juste de l'instinct de survie et des réactions, des influx, c'est que on comprend pas et c'est ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui nous permet vraiment de déterminer qu'une réaction animale ou plante, comme vous donniez l'exemple tout à l'heure, qui soit là aussi un influx et un input et une sortie, soit pas de la sentience, simplement qu'on ne comprendrait pas parce que on n'est pas capable de communiquer avec un certain nombre d'individus. Sur les intelligences artificielles, de façon générale, elles sont programmées par nous pour avoir un système de communication qu'on comprend. Plein d'animaux, au sens très très large du terme, n'ont pas cette capacité-là. Et du coup, dans quelle mesure ce qu'ils expriment, leur output, ne sont pas en fait un début de sentience qu'on n'est juste pas capable de comprendre? Oui, c'est des questions faciles en plus, c'est bien. C'est vraiment... on reste sur...
Bonjour. Moi, en l'occurrence, je vois l'évolution de l'informatique avec, avant l'informatique, des systèmes très très spécialisés, et la nouveauté de l'ordinateur, c'est d'être beaucoup plus polyvalent, mais polyvalent moyennant un humain qui lui dit quoi faire. Et les IA qu'on a actuellement, elles sont spécialisées, certaines sur le traitement du langage, d'autres sur la reconnaissance d'images, etc. Et est-ce qu'on se rapprocherait de critères de sentience si justement on se retrouve avec des IA qui soient plus spécialisées, sachant que moi, avec la définition que vous m'avez donnée, que j'ai retenue de sentience, le côté subjectif de quelque chose de positif ou de négatif, les mécaniques par rapport à une cohorte de données, de dire là, la sortie que tu me donnes, je la valide, j'associe ça à quelque chose de positif, ou je dis non, j'associe ça à quelque chose de négatif. Et du coup, à partir du moment où l'IA reproduit la mécanique qu'on lui a appris, j'ai l'impression que ça s'en rapproche pas mal. Et du coup, sur le côté, on compare des choses qui ne sont pas comparables, jusqu'à quel point est-ce qu'elles ne sont pas comparables? En gros, il me manque quelque chose pour être convaincu du pas comparable. Voilà. Vous avez 6 heures. Je peux répondre d'abord sur le comparable, pas comparable. Encore une fois, on revient sur le vivant. Alors, je sais bien que c'est compliqué de définir le vivant. D'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique a des problèmes avec le début de vie et fin de vie, parce que, voilà, c'est exactement ce que disait Mathieu tout à l'heure. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui peut mourir, d'accord, mais c'est quoi mourir exactement, Quand est-ce qu'on définit que quelqu'un en particulier est mort? C'est pas clair. De même, le début de vie, quand est-ce qu'on définit qu'un tas de cellules, ça commence à être un être vivant? C'est compliqué. Donc, supposons qu'on arrive à définir ce qui est vivant. Encore une fois, un logiciel n'est pas vivant à l'heure actuelle. D'accord? Donc, on ne peut pas... Enfin, a priori, on ne peut parler de sentience, ou alors j'ai rien compris, que comme un trait d'un être vivant, sauf si je me trompe. Mais à notre connaissance, en tout cas, moi, ce que je connais de la littérature et de l'état du monde, effectivement, on n'a pas d'exemple d'entités inorganiques, qui ne sont pas, qui sont sentientes. Peut-être dans l'univers, je ne sais pas. Si ça arrive, il faudra le prendre en compte, à mon sens. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas d'exemple. Mais non, pour moi, je me dis à chaque fois, les IA, on discute avec, mais ça reste juste il n'est pas là, Franck, il ne va pas me traiter. Ça reste juste des produits de matrice, en fait. Il faut pas oublier que c'est juste des tableaux qu'on multiplie, mais c'est juste des très gros tableaux, ça serait chiant de le faire à la main, donc c'est des ordinateurs qui le font, mais c'est juste des tableaux qu'on multiplie, quoi. Et après, il y a aussi, sur l'aspect réaction positive, en fait, en tant qu'humain, par exemple, quand on exprime, dans la modalité du discours, quand on exprime quelque chose de positif, si on n'est pas focus et qu'on a ressenti quelque chose de positif et qu'on exprime ce qu'on a ressenti. Une machine, elle sort l'output, puis l'output, c'est son output. En fait, il n'y a pas cette étape intermédiaire de conceptualisation, ressenti, expression du ressenti par rapport à la conceptualisation qu'on a eue de l'input. C'est un peu différent. Ou alors je dis une grosse connerie. Mais... Non, mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que les résultats produits par les agents conversationnels, donc type ChatGPT, GPT-4, etc., c'est le résultat, encore une fois, de corrélations statistiques sur une grande masse de données, donc recherche sur Internet, sur des corpus énormes, qui sont ressortis sous forme plus ou moins bien organisée, parce que des fois c'est complètement à côté de la plaque, complètement faux. D'ailleurs, un certain nombre de chercheurs ou d'utilisateurs chevronnés essaient de mettre en forme ce qu'on appelle des requêtes adversaires, c'est-à-dire de faire produire justement à ces agents conversationnels des réponses fausses ou des réponses qui normalement ne devraient pas être produites par ce genre de système parce qu'ils sont censés être bridés. Par exemple, des propos sexistes, racistes, etc., etc. Donc il suffit, entre plein de guillemets, d'être un as de la requête pour justement faire produire des résultats de ce type ou des résultats faux.
D'accord. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce type de logiciel, encore une fois, ne comprend, entre plein de guillemets, absolument rien au résultat qui est produit, et fait des produits de matrice, et fait des probas, des corrélations, etc. Donc fait des maths de base. Hein, finalement, c'est un enchaînement de beaucoup de résultats mathématiques élémentaires. Hein, c'est ça. Oui, non, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas grand-chose à ajouter, sinon qu'effectivement, il y a souvent cette confusion entre la réaction à un stimulus, voire la nociception, qui est une réponse réflexe de l'organisme à une menace pour l'intégrité physique, et qui est pour le coup inconsciente. Les nocicepteurs fonctionnent, si on met sa main sur une plaque chauffante, le retrait de la main se fait avant qu'on ait conscientisé la douleur et qu'il y ait eu une interprétation du stimulus. Et donc, il n'y a pas eu d'expérience vécue négative du fait que « aïe, j'ai mal, ça me brûle, ça me fait quelque chose ». Donc, avant le stade du qualia, de l'expérience phénoménale négative, il y a cette réponse au stimulus qui, elle, est complètement inconsciente et qui est automatique, quoi. Et là, quand on est dans un cadre de programmation et de réponse programmée, effectivement, on est très loin de l'expérience phénoménale et du « ça me fait quelque chose ». Je reprends quelques questions ou... Attends, on n'a pas répondu aux deux Voilà, questions il reste d'avant. les deux, là, Ça rejoint un peu la deuxième question, justement, parce qu'il y a souvent une confusion avec les végétaux. Le fait de pouvoir justement répondre à des... Faire du signaling aussi en émettant des composés volatiles qui sont perçus par d'autres plantes pour diminuer la pression d'abrutissement ensuite. C'est ça. Il y a des phénomènes effectivement de communication entre plantes. Il y a des réponses à l'environnement. Il y a de la communication, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'émettre des sons en situation de stress hydrique, ce qu'on appelle le stress hydrique, qui est différent du stress ressenti par les individus sentients pour le coup. C'est qu'à partir du moment où il y a des sons produits ou une réaction, on a en fait des critères pour déterminer si ces réactions correspondent à de la sentience ou pas. Il y a une littérature scientifique là-dessus. Il y a notamment les critères, par exemple, de Jonathan Birch, qui sont à la fois dans le champ des neurosciences et de l'éthologie, qui vont prendre en compte des facteurs donc, qui sont biologiques d'un côté et comportementaux de l'autre. Et on a donc certains critères pour déterminer si les réponses qui sont apportées à un phénomène donné sont de l'ordre de la subjectivité, de la réponse subjective. En l'occurrence, il y a par exemple l'aversion à la douleur physique, le fait d'aller chercher des situations où il y a des antalgiques. On met un animal en situation de douleur. S'il va vers l'antalgique, c'est que probablement il cherche à fuir la souffrance et qu'il a une expérience vécue propre de cette souffrance. Il y a aussi la présence d'un certain équipement biologique, cerveau, système nerveux centralisé, et les nocicepteurs aussi font partie du bagage, par exemple. Donc il y a quand même des critères qui existent, et en fait on fait un peu pareil avec les autres humains. Hein. Moi je ne peux pas ressentir la douleur de Mathieu, là, je sais pas. Un manque d'empathie flagrant, voilà. quand même. Je suis désolée, j'essaye, hein, mais je ne peux pas. On ne peut pas, en tant qu'humain, ressentir la douleur de quelqu'un d'autre. Il y a ces fameuses échelles de douleur qu'on propose à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, on demande sur une échelle de 0 à 10, qu'est-ce que tu ressens ? Et c'est extrêmement parcimonieux de dire que le 5 d'une personne ne correspond pas au 5 d'une autre. Il y a des personnes qui, pour un accouchement, vont dire « je suis à 8 » et d'autres je suis à 10 et d'autres... Voilà. C'est très compliqué, on ne peut pas ressentir la douleur de quelqu'un d'autre. Donc on produit des inférences, par contre. Et on se dit que c'est une hypothèse relativement parcimonieuse d'estimer que s'il y a un bagage biologique et des attitudes comportementales qui sont similaires, alors l'expérience vécue doit être similaire. Ce serait plutôt étrange de se dire, entre un cochon et un humain, par exemple, qui sont tous les deux des mammifères, il y a un cerveau, il y a un système nerveux centralisé, il y a une aversion à la souffrance, il y a des phénomènes de fuite, il y a des boiteries, il y a des membres cassés, etc. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du même ordre. Ce serait une hypothèse pas très parcimonieuse. Donc il y a des critères qui sont donnés dans la littérature pour justement faire la différence entre la sensibilité et la sentience. Et pour répondre à la première question, est-ce que les IA ne devraient pas prendre en compte la sentience des animaux ? Il me semble que c'était ça en très résumé. Ouais. En fait, c'est rigolo, c'est
des points de vue qui ont été abordés très tôt dans la littérature de science-fiction, notamment par Asimov, quand il a fait la loi de la robotique. En gros, les premières règles, c'était ne pas nuire à la vie en général. Donc effectivement, c'est des problèmes qui normalement devraient être centraux dans le développement des machines, mais qui le sont malheureusement pas toujours, quoi. C'est vrai que si on imaginait une IA qui puisse prendre des décisions qui ont un impact important sur la société, qu'elle ne prenne pas en compte le critère de sentience pour le respect des intérêts, ça pourrait avoir des conséquences très fâcheuses même pour les humains. Du coup, il faudrait mettre une barrière et pouvoir justifier cette barrière entre les humains d'un côté et tous les autres animaux sentients de l'autre. Et ce ne serait pas évident à justifier, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les critères de la bioéthique, donc l'éthique du vivant, des sciences de la vie et de la santé, parmi ces critères, il y a la bienfaisance et la non-malfaisance, d'accord, qu'on ne retrouve pas dans le numérique. Ça, c'est intéressant. D'accord. On ne peut pas les retrouver. C'est-à-dire que quand on conçoit un logiciel, etc., on ne le conçoit pas forcément pour le bien d'autrui. Ou alors, la définition du bien, il faudrait voir ce que c'est. Bon, voilà. Donc, alors que c'est vraiment au centre, donc en particulier du métier de soignant, etc., que d'être non malfaisant et d'être bienfaisant. Voilà, ça fait partie des critères de base. Donc ça, c'est une différence intéressante quand même. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu dans la charte des systèmes numériques que ces systèmes doivent être destinés à faire le bien. Bien que ça soit, par exemple, dans le texte de l'UNESCO, etc., que le numérique, et en particulier l'intelligence artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle doivent être conçus pour le bien de l'humanité. Bon, ça, c'est des mots. Voilà. Oui, puis encore une fois, voilà, le bien de l'humanité, il faut savoir qui on range dans la case humanité. Historiquement, même au sein de l'humanité, il y a des humains qui ont été dégradés de cette qualification-là, et ça a des conséquences assez fâcheuses. Voilà. Et encore maintenant, il y a des processus d'animalisation qui ne sont pas seulement en défaveur des animaux non humains, mais qui sont aussi en défaveur de certains groupes humains qui se retrouvent animalisés, et donc dégradés de leur statut de bon humain ou de vrai humain. D'humain valable. Oui, c'est ça, d'humain valable, ouais, exactement. Il va falloir que je m'arrête. Ah oui, il faut que tu enchaînes. Oui, j'enchaîne. Du coup, je peux poser ma question, c'est bon ? Bon, déjà, je vais être gentille, je vais dire merci à ceux qui sont intervenus, c'est super. Merci à Richard qui est un très bon animateur. Et maintenant que vous êtes contente de ce que je vous ai dit, je vais vous embêter avec une question qui touche un peu à la socio. Alors qu'il n'y a pas de socio. Pas la socio. Voilà. Par rapport à la question de l'hyper-empathie envers les IA et le manque d'empathie envers certains animaux non humains, on a depuis très très longtemps des représentations dans la culture populaire d'IA qui imite la sentience. Je pense même en 68, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec HAL qui dit « j'ai peur », alors que c'est un ordinateur, il n'a pas réellement peur, et d'ailleurs c'est quand même plus ou moins expliqué qu'il fait semblant. On avait en 2014 déjà Ex Machina d'Alex Garland, où on a également cette femme robot qui imite la sentience pour se faire libérer. Et au passage condamné à mort un humain. Et je me demandais, du coup, est-ce que cet excès d'empathie qu'on a envers les IA viendrait pas de cette représentation, puisque on sait que les représentations dans la culture populaire influencent beaucoup notre vision du monde. Je pense en particulier à la représentation des minorités. Le fait d'en voir plus permet qu'on conscientise leur existence. Est-ce que le problème ne viendrait pas justement de là, qu'on ne représente pas assez la souffrance des animaux non humains et je ne parle pas simplement des documentaires, etc., mais vraiment dans la culture populaire, en fait. Les animaux restent des animaux, ou sinon on est dans des dessins animés où ils sont anthropomorphisés. Donc je me demandais, parce que c'est sûr que c'est difficile de percevoir la sentence d'une huître, d'un cafard, voilà, parce que c'est des animaux qui ne nous ressemblent pas, on a une certaine homophilie, on a plus d'empathie envers ceux qui nous ressemblent. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre le problème en représentant plus souvent dans la culture populaire tout ce qui a trait à la sentience des animaux non humains ? Voilà. Alors, juste, et après je m'enfuis parce que je donne une conférence là-haut. Ça remonte beaucoup plus loin, ça remonte à l'Antiquité, puisque les statues, à partir du moment où elles avaient les yeux,
étaient considérées comme quasiment vivantes, et donc les personnes projetaient donc des traits vivants sur les statues, et donc craignaient les statues, etc. Donc ça remonte beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et là, je dois m'en aller, je suis désolée, parce que je donne une conférence sur le véhicule dit autonome là-haut. On peut t'accompagner d'un petit applaudissement. 5 minutes, il nous reste. Pourtant, la question est tellement appelle à une réponse tellement vaste. Et oui. Effectivement, il y a un gros enjeu dans la représentation culturelle alors des autres animaux. En tout cas, moi, je répondrai là-dessus plus que sur l'IA, qui est moins mon champ, qui est pas mon champ, pardon. Mais effectivement, il y a depuis très longtemps, depuis des siècles, des décennies, des représentations des autres animaux qui sont plutôt dépendantes de l'utilité qu'on leur trouve. Et c'est beaucoup le cas dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, où on va beaucoup dépeindre les animaux comme étant de la matière première. Il y a des procédés qui visent aussi à dissimuler les animaux sous le produit qu'on tire de leur exploitation. Et c'est des processus qu'on retrouve aussi notamment dans la publicité, où les animaux sont régulièrement contents de se manger eux-mêmes. Alors j'en parle aussi dans ma conférence tout à l'heure, désolé pour la promo, mais... on s'habitue. Voilà, c'est ce qu'on nomme le publispécisme, par exemple, où on voit des cochons, par exemple, qui se découpent eux-mêmes pour faire du saucisson et qui sont contents de le faire. Il y a parfois aussi une représentation de la souffrance des autres animaux en tant que valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'on présente les autres animaux comme étant un ensemble de la nature, quoi, un truc naturalisé comme ça, et ils sont essentialisés en tant que proie, par exemple. Et on va représenter leur souffrance en disant que c'est magnifique. Enfin, il y a des processus comme ça où effectivement la souffrance des autres animaux est soit euphémisée, diminuée, voire carrément niée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'animal machine, mais même plus récemment, en fait, dans les débats publics qui ont eu lieu récemment sur la corrida, par exemple en France, où il y a eu un projet de loi qui a été proposé à l'Assemblée il n'y a pas longtemps, on a vu alors notamment une vétérinaire qui est aussi éleveuse de taureaux de combat. Quelle surprise. Conflit d'intérêt, par exemple, qui disait que les taureaux ne souffraient pas pendant les corridas, ce qui est assez osé. Merci. Voilà. Donc il y a beaucoup d'intérêt, en fait. Le problème, c'est que la représentation qu'on se fait des autres animaux est beaucoup dépendante de l'usage qu'on en fait. Et comme l'exploitation des autres animaux est quand même assez massive dans beaucoup de domaines, beaucoup dans l'alimentation bien sûr, mais aussi dans d'autres, dans les loisirs, dans l'habillement, etc. Il y a beaucoup d'enjeux financiers aussi qui dépendent de tout ça, et des structures sociales qui sont liées à ça et qui sont dépendantes de ça. Et donc pour faire des reconversions, des changements de modèle et tout, ça implique beaucoup de complexité, de travail. Voilà. J'ai juste un exemple qui pointe exactement ce que tu dis. Il y a quelques semaines, il y a une espèce de méga ferme qui a explosé. Je crois que c'est aux États-Unis, où il y a 3000 porcs qui ont péri dans le truc. Des 18 000 vaches, a priori. C'était 18 000 vaches ? Ok, je me suis gouré d'animal, mais globalement, ça reste pas problème. Le problème ne change pas trop en termes de sentience. Ça aurait été 18 000 humains. Ça aurait été un drame absolu parce qu'on aurait perçu toute la souffrance de toute cette pauvre vie qu'on avait perdue, etc. Et il n'y a pas de raison que sur ce type d'événement, des vaches souffrent moins que des humains. Mais bon, ça fait quoi ? Ça fait 3 lignes dans les médias. Alors, ouais, ça a beaucoup fait parler parce que c'était assez spectaculaire. C'est vrai qu'un bâtiment de cette taille-là et 18 000 animaux qui hurlent dans les flammes, ça a effectivement eu un effet un peu spectaculaire, quoi. Et bizarrement, il y a eu une communication sur les réseaux sociaux qui a consisté à instrumentaliser ce truc-là pour défendre l'élevage français. Alors ça a aussi beaucoup été utilisé dans ce sens-là, en fait, pour dire, regardez, ça ne pourrait pas arriver en France. Et c'est quand même merveilleux, l'élevage français, parce que regardez, c'est pas possible, il n'y a pas des élevages de 18 000 vaches en France. Et effectivement, en France, il n'y a pas d'exploitation de 18 000 vaches. Par contre, il y a des exploitations de plusieurs dizaines de milliers, par exemple, de poules pondeuses, de poulets de chair, les cochons, les lapins, les cailles, etc. Et c'est quand même un modèle. En France, on a 80% de l'élevage qui est dit intensif, c'est-à-dire dans des densités élevées et des animaux qui ne voient pas l'extérieur, donc qui sont en claustration permanente. C'est 80% de l'élevage français, et c'est quand même, c'est pas un modèle spécialement vertueux, mais en tout cas, cet événement-là, il a été utilisé pour ça. Après, la similarité de la souffrance entre 18 000 vaches et 18 000 humains, on n'a pas les mêmes degrés quand même
je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ressente exactement la même chose que des vaches. La souffrance, la douleur physique, le fait de se faire brûler la peau, de s'étouffer, etc., doit être assez similaire. Oui, ça reste quand même pas une expérience plaisante. Évidemment, il y a du stress et tout ça. Ça n'a pas les mêmes implications sur le malheur que ça crée pour les personnes qui restent, l'anticipation de la mort. Peut-être pas. Voilà, là, c'est difficile de se projeter, par contre, sur ce qui peut se passer dans le. Ouais, voilà. Donc, mais effectivement, ça n'a pas fait beaucoup parler. On m'a demandé d'être sévère, donc je suis une plante verte sévère, donc je suis une ortie. Voilà. Et dans 1 minute, je dois rendre l'antenne. Est-ce que vous auriez une lecture ou un visionnage à recommander, l'un et l'autre? Globalement, toutes les conférences de Florence Delry. Les conférences de Florence Delry, donc. Très bien. Je valide. Ce n'est pas un 20 mots. Non, c'est vrai. C'est une blague, mais j'ai rencontré. Non, mais je les mets. Non. C'est pas ça que je veux dire. Je les mets sous forme d'une blague. La première fois que j'ai discuté avec Florence, c'était quand on préparait cette table ronde. J'étais pas du tout sensibilisé au problème à l'antispécisme, à la problème de la sentience. Et du coup, pour préparer l'entretien et la table ronde, j'ai visualisé un grand nombre de ces confs qui étaient disponibles en ligne et qui sont vraiment très bien faites, dans lesquelles j'ai beaucoup appris. Donc je les recommande vraiment au premier degré. Merci beaucoup. Et toi, Florence? Alors, je recommande le... Je recommande les recommandations de Mathieu. C'est affreux. Non, pour axer vraiment sur la sentience, je recommande un petit site qui a été créé spécifiquement sur la question, qui s'appelle sentience.pm, qui définit ce qu'est la sentience, ce qui est aussi le sentientisme, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui est l'idée qu'à partir du moment où un organisme est sentient, on va essayer de respecter ses intérêts. Et ce site, qui est tout petit, propose une quantité de contenu de vulgarisation sur la question de la sentience et du sentientisme. La déclaration de Cambridge sur la conscience, par exemple, de 2012, ce genre de petits contenus. Et aussi, c'est regroupé en 3 étapes de ressources où il y a des niveaux de complexité un peu qui varient. Et il y a une grosse littérature scientifique sur notamment la sentience chez des individus où on peut avoir un doute, les poissons, les céphalopodes, les invertébrés en général, etc. Et c'est très bien conçu pour se faire son opinion et avoir un petit peu plus connaissance du champ. 1000 merci. Je vous souhaite une grande et longue sentience.